Propose de passer sans plus tarder à notre deuxième concert. Pour ce faire, nous retraversons la Manche et nous arrivons à Paris, à l'auditorium de notre maison de la radio, où nous attendent des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France pour leur série de musique de chambre intitulée Filard Intime. C'est le dimanche à 16h. Pour la deuxième œuvre de ce concert, ils seront rejoints par les violoncellistes Truls Mörk et Klaus Makela. Très bien connu d'ailleurs. Celle qui va nous occuper maintenant, ils seront en trio. Oui. Qui c'est? Eh bien, ce sont Cécile Agator, Cyril Balletton. Non, Cyril, il est là aussi. Et leur acolyte Marc Desmons à l'alto. Marc, il déchire tout. Marc, attention, alors là, c'est... 14 de Dvorak, oui. Compositeur tchèque que vous connaissez bien dont le catalogue de musique de chambre est conséquent, avec tout de même 14 quatuors, 3 quintettes et 1 sextuor. Le terzetto va lui permettre de s'essayer à une formation en c'est ce moment-là qui a été clé dans sa carrière. Et un alto assez rarement usité par les compositeurs. Oui, c'est vrai. C'est un peu le hasard. Je m'étais fait cette réflexion aussi la dernière fois. A choisi cette forme à Prague, c'est que sa belle-mère hébergeait un étudiant en chimie. Mais oui, mais tout le monde connaît cette histoire, bien sûr. Des leçons de violon avec un certain Jan Pelikan, ami de Dvorak. Mais il a pas pris des leçons de pipeau aussi avec Manu, non? S'ils voulaient jouer ensemble, ne mélangeons pas tous trois avaient donc besoin de répertoire. Bien sûr. Il n'en fallut pas davantage à Dvorak pour composer ce terzetto. Bientôt. Un bijou. Taisez-vous un peu, on n'entend rien. Et mieux adapté aux facultés techniques du jeune Cruis. Ce terzetto en ut majeur, composé en l'espace d'une semaine, durant la deuxième semaine de janvier 1987, il a bossé que 4 jours dans la semaine. Ah bah ça c'était pas le temps du coronavirus. Ça. Ah non, il a fait ça en 35 heures je crois. Là aujourd'hui il lui faudrait au moins 60. À l'alto, payer 35. Tantôt la basse, tantôt la voix grave, dans les formes canoniques. Bon, alors bienvenue à tous. Salut David. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, amis des réseaux. Bon, voilà, je pense que là, vous le savez, c'est le petit réflexe à avoir, c'est gratuit, ça nous aide, et voilà. Et on y va, on enchaîne. Alors j'éteins le moteur, c'est vraiment désagréable. On a de la lumière, on a du son, on est bon. On espère quoi ce soir? Qu'on va pas se faire couper. Bon, jusqu'à maintenant, il y a eu quelques petits incidents. Salut mon whoops. Salut à toutes, salut à tous. Alors là, j'ai quand même, il y a du lourd, je suis assez vénère, on est assez vénère. J'avais dit à Nairobi juste avant que peut-être ça ferait un peu long, mais tant pis, on va le lire quand même parce que c'est abusé. C'est abusé, donc on est parti. Vous m'excuserez si je parle un petit peu vite, mais là, il y a de l'information et c'est pas forcément très rigolo, mais ça doit être dit. Communiqué Inspection du Travail CGT et FSU Sud. Depuis le début de la crise sanitaire due au Covid-19, le ministère du Travail montre un grand empressement à satisfaire les besoins de l'économie et des entreprises, bien plus qu'à protéger la santé des salariés. De nombreuses remises en cause du droit du travail sont intervenues, présentées comme temporaires, mais portant parfois jusqu'au 31 décembre. Voire plus si affinité. De nombreuses interprétations juridiques restrictives aussi, visant par exemple à limiter le droit de retrait des salariés qui s'estimeraient en danger et plus globalement à restreindre les obligations légales de prévention des risques. Des injonctions à continuer l'activité coûte que coûte. Et enfin, pour compléter le tableau, des pressions sur des agents de contrôle de l'inspection du travail qui en demanderaient un peu trop aux employeurs. Oui, c'est sûr que faut quand même pas trop pousser. Faut quand même... on est en période de crise, tout est permis quoi. Pour relancer l'économie, d'accord? Au niveau national, nous assistons à un déluge de remontées de collègues relatant des pressions de leur hiérarchie. Cela n'est pas nouveau, qu'il s'agisse de ces pressions sur l'inspection du travail, par exemple l'affaire Tefal, pour ne citer que le plus marquant des précédents, ou des attaques contre le code du travail qui ne font que s'intensifier. Mais tout indique que les pouvoirs publics utilisent l'état d'urgence pour pousser le plus loin possible et entériner les reculs des droits des travailleurs et travailleuses, bien sûr. Aujourd'hui, c'est un agent de contrôle de l'inspection du travail du Puy-de-Dôme qui en fait les frais. Pour avoir osé rappeler à un maître d'ouvrage les principes généraux de prévention définis dans le Code du travail, dont le premier est d'éviter les risques et donc d'éviter la reprise d'une activité pour laquelle le travail en toute sécurité des salariés ne serait pas assuré. L'agent de contrôle se fait recadrer par le responsable d'unité départementale. Oui. Celle-ci lui demande un message rectificatif au maître d'ouvrage après
échange avec sa hiérarchie et en le mettant en copie. Lors d'une réunion avec les représentants du personnel, la responsable d'unité départementale ajoute que si la collègue refuse, elle écrira elle-même au maître d'ouvrage, désavouant par la même action l'un, on va dire, de ses agents auprès d'un employeur. On connaît pourtant les conditions d'hygiène et de sécurité fréquemment constatées, notamment sur les chantiers. Dans cette période compliquée, à tout point de vue, l'inspection du travail ne peut être suffisamment présente dans les entreprises et sur les chantiers pour faire respecter les droits des travailleurs et travailleuses. Des agents sont confinés chez eux, chez elles. Les équipements de protection permettant de réaliser les contrôles tardent à arriver et nous subissons des consignes et analyses ministérielles iniques, c'est-à-dire limitation du droit de retrait des salariés, silence sur le risque biologique, interdiction de se servir de modèles de courrier faits par des collègues syndiqués en l'absence d'aide juridique du ministère, consigne de discuter de l'opportunité des contrôles avec la hiérarchie, sous prétexte fallacieux de la protection des agents, obligation illégale de demander l'autorisation au niveau du niveau régional pour faire référer sous peine de que l'huissier ne soit pas payé. Je pense que là, on a quand même, c'est abusé. Il faut le lire parce que cette situation est suffisamment grave pour qu'on en parle. Pendant ce temps, des réunions se tiennent à la préfecture pour généraliser la reprise des chantiers de BTP. Selon notre hiérarchie, c'est ce qui est écrit, ces réunions regroupent un très large cercle d'acteurs, maîtres d'ouvrage, collectivités, fédérations professionnelles, distributeurs d'énergie. Sont donc exclus de fait les organisations syndicales de salariés, pourtant principales, concernés par la reprise de l'activité et les conditions de travail ainsi que l'inspection du travail. On nous indique également que le principe de la poursuite et non de la suspension de l'activité dans le secteur du BTP leur a été rappelé. Ces entreprises ne sont pas visées par des mesures de fermeture. Le message est clair. Retournez travailler, mais restez chez vous le soir et le week-end. L'activité économique prend le pas sur la sécurité sanitaire et celle de ceux employés en première ligne. Bon, je vous passe, parce que c'est encore un peu long, mais la ligne hiérarchique de l'inspection du travail se fait le relais, sans complexe et sans état d'âme, de décisions gouvernementales sacrifiant des pans entiers du monde du travail, en poussant à la reprise d'activités non essentielles au détriment de la santé des salariés, tout en ne donnant pas les moyens aux agents de contrôle de l'inspection du travail de faire leur travail correctement, voire en leur mettant des bâtons dans les roues, au mépris de l'indépendance et de la protection contre les influences extérieures indues garanties par les conventions internationales aux agents de l'inspection. Nous apportons tout notre soutien à notre collègue. Les agents de contrôle doivent pouvoir exercer leur action en toute sécurité. La continuité de l'activité économique ne doit pas prévaloir sur la préservation de la santé au travail. Voilà, on voulait le lire. C'est vrai que c'est long, mais c'est très très grave ce qui se passe aujourd'hui. Alors ça fait des mois et des mois qu'il se passe des choses très graves. On va essayer d'être un peu plus léger par la suite, mais franchement, c'est réellement à nous faire péter les plombs. Voilà. Justement, en parlant de ça, j'ai fait ma petite revue France Info. C'est Jojo, hein. Alors avant de passer à cette revue, bonsoir à toutes et tous si vous venez d'arriver. Voilà, n'hésitez pas, merci. Je sais que c'est un petit peu impératif, c'est horrible, là, j'aurais dû mettre « s'il vous plaît ». Mais voilà, on est un petit peu vénère, donc... Alors, France Info. Angoisse décuplée ou effet libérateur. Des psychologues racontent les répercussions du confinement sur leurs patients. Il y a l'annonce que la vie s'arrête, mais il faut le temps que ça monte au cerveau, que l'on comprenne que la vie ne sera plus comme avant. Il a fallu prendre le temps de se poser et de se demander « Ok, de quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin ?» Analyse une thérapeute parisienne. Un moment vécu comme une redécouverte de soi. Moi j'ai rajouté, et franchement c'est moche. C'est vrai. Oui, c'est moche quand on ouvre. Ah oui, effectivement. Mais ça fait du bien de savoir qui l'on est. Hein. L'ennui fait que les souvenirs remontent. Les interprétations, la mise en lien des discours, non pas des discours d'Emmanuel Macron, mais précise-t-elle. Le temps s'étire, l'inconscient passe vers le conscient et la mémoire remonte à la surface.
abonde Isabelle Benassouli. Oui, je lui fais un peu de pub. Je sais pas qui c'est, mais elle écrit bien. Les gens s'imaginent que parce qu'on vit ensemble, on peut se supporter. Mais ce n'est vrai que dans le cas où l'on est inscrit dans une vie en société, quand on va travailler, hein, que l'on sort voir des amis, que l'on a des activités, explique Guillaume Chabou, qui suit essentiellement des familles à Lyon. Les seules périodes où l'on se retrouve ensemble 24/24, ce sont les vacances. Sur une période définie, on est capable de faire des efforts parce qu'on sait qu'il y aura une fin. Là, on est dans l'incertitude. Et c'est très dur à supporter pour l'être humain qui a besoin d'avoir des échéances, analyse le thérapeute. Ah oui, tu m'étonnes. Quand on vient d'apprendre qu'on en reprend pour un mois, je peux te dire que c'est rude. Hein. Ah ouais, c'est rude. Ouais. Mes patients me parlent beaucoup de leur vie onirique. Le fait d'être arrêtés, posés, fait qu'ils sont plus attentifs. Remarque Mélanie Girard. Ça crée un espace, certains vont l'utiliser pour avoir plus d'activité physique ou pour traiter des conflits internes, notamment à travers le cauchemar, qui surgit quand l'appareil physique est saturé. Voilà, quand vous avez trop picolé, hop, cauchemar. Alors en fait, le rêve permet de mieux supporter l'angoisse et la frustration liées à l'absence de liberté. Mélanie Girard évoque ainsi le cas d'un patient immigré qui parle peu français et qui avait l'habitude pour compenser de sortir, de beaucoup marcher. Il se retrouve donc en grande difficulté. Il avait du mal à se dépêtrer dans ses angoisses. C'était vraiment difficile pour lui, mais ses rêves prennent de plus en plus de place dans sa vie. Il a trouvé une bonne issue psychique. Voilà, elle a dû lui filer la dose d'antidépresseur. Je te dis pas, le mec, il est... Ah bah, il est bien là. Ouais. Ça s'est éclairci dans sa tête. Bah, tu m'étonnes, il n'y a plus rien. Elle a vu qui et qui fait quoi et s'est demandé, est-ce que j'ai envie de passer 20 ans là-dedans? Alors, je vous ai coupé un petit morceau de cette étude, mais il parle après du travail. Tu m'étonnes. T'as du temps pour réfléchir. Mais quel boulot de con, hein, pour engraisser des connards. Mais oui, mais j'ai pas envie d'y retourner. On est bien là à compter les hirondelles. J'ai plus envie. Non, calmez-vous. Hein. Il va y avoir une fin à tout ça. Non, mais c'est pas possible. On va pas pouvoir comme ça rien glander pendant des mois et des mois. Il faut arrêter de... Oh, ça marche pas, ça. Non, c'est dans le monde des bisounours. Et encore, les bisounours, ils travaillent. Hein. Revoyez la série, vous allez voir. Dans la rubrique vrai ou fake, une étude a-t-elle prouvé que le coronavirus était une création humaine, comme l'affirme un Français prix Nobel de médecine? Alors, deux options. Hein. Soit le mec, il est prix Nobel de médecine et du coup, il dit pas de conneries. Ou alors, ça veut peut-être dire qu'il donne le prix Nobel de médecine à n'importe qui. Je ne sais pas, mais il faut faire le tri. Hein. Dans une interview accordée au site Pourquoi Docteur, quoi de neuf, docteur? Le professeur Luc Montagnier émet l'hypothèse selon laquelle le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 ne serait pas d'origine animale, mais aurait été créé en laboratoire. Le prix Nobel de médecine 2008, pour avoir co-découvert le virus du sida avant d'être discrédité par la communauté scientifique, notamment pour ses propos anti-vaccins. Ah, tu m'étonnes. Ah bah là, aujourd'hui, quand tu dis que t'es anti-vaccin et compagnie, hop là, c'est finito pour toi. Ah bah non, attendez. Non, mais j'imagine bien que dans les commissions qui décident des grands axes médicaux, de la vaccination, il y a les multinationales, les grosses boutiques, les gros labos qui sont là, attendez, mais c'est essentiel, enfin bon. C'est un vaste débat. Hein. Vous voyez, par exemple, par rapport à ça, la démarche qu'on a là, voter pour vous, on est pour la démocratie, vous voyez. Moi, j'ai mon avis sur certaines questions, sur des questions d'ailleurs. Mais ça n'engage pas la totalité du mouvement. Vous voyez, demain, en fait, si on nous pose des questions, chacun aura son avis. Et souvent, mon avis, c'est pas celui de la majorité. Mais on s'en fout de l'avis de Bruce Duvic. La vie, dans tous les sens du terme d'ailleurs, la vie. Mais on s'en fout de mon avis en fait. On veut juste que de nos votes, à toutes et tous, se dégage une majorité. Voilà, c'est ça la démocratie normalement, c'est ça. Voilà. Alors je peux dire ce que je veux finalement, hein, mais oui, bien sûr, on va me dire oui, mais tu représentes un mouvement et tout ça, tu ne peux pas. Bien si. Parce que demain, on aura le droit de s'exprimer et de donner son avis, et ce sera le but. Et tout le monde pourra le faire. À partir du moment où tu es inscrit sur les listes électorales, tu pourras.
On s'en fout de savoir quelle couleur de peau tu as. Tu vois, nous, on s'en fout déjà à la base. Mais là, on s'en foutra encore plus. On s'en fout ta religion, on s'en fout ton mouvement politique. On te pose une question en tant que citoyen, en tant que citoyenne, humaine, voilà. Et tu réponds à une question. Voilà, tout à fait. Je précise, petite parenthèse quand même. On en reparlera de tout ça, mais c'est très important. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur ? Alors lui, en fait, il s'appuie sur une étude indienne qui a été publiée le 31 janvier, avant d'être retirée le 2 février. Bon, on ne sait pas pourquoi. Pourtant, rien n'accrédite à ce jour cette hypothèse. La cellule vraie du faux de France Info vous explique. Un rapprochement sans aucune valeur, n'est-ce pas ? Interrogé sur les origines supposées du virus, Luc Montagnier, le cousin de Guy, qui faisait d'excellentes blagues d'ailleurs, laisse entendre que le SRAS-CoV-2 serait une création humaine. Un groupe de chercheurs indiens a essayé de publier une analyse qui montrait que le génome complet de ce nouveau coronavirus avait des séquences d'un autre virus qui est le virus du sida. Selon lui, cette manipulation pourrait insérer une séquence de VIH dans le génome. Il faut avoir des outils moléculaires et ce n'est pas le patient qui va le faire, c'est bien l'homme des laboratoires. Cependant, il se trompe sur l'étude qu'il mentionne. Merci France Info. Cette étude, publiée le 31 janvier, prétend effectivement que des séquences d'acides aminés contenues dans le génome du SRAS-CoV-2 concordent avec certaines séquences du VIH. Mystère. Mais samedi soir, mystère. Je vais te dire un truc, Ça me saoule un peu, parce que là, j'étais en train de regarder Un jour sans fin. C'est un film que j'adore, je l'ai peut-être vu 100 fois. On adore ce film, et on est en train de le visionner, là. Et puis, j'ai quand même l'impression que tous les soirs, c'est un peu Un jour sans fin, depuis qu'on est confiné. Alors, je vais vous dire un truc, là. Faudrait peut-être arrêter de nous sortir des études comme ça, France Info, parce que il faut du vrai, il faut pas du faux, Attention, Bon, ça va pas, ça, je ne vois plus rien. Cette observation ne démontre rien selon Olivier Schwartz, le directeur scientifique de l'Institut Pasteur. Voilà, donc qu'est-ce qu'il dit ce monsieur ? Attention, il explique dans une interview sur France Culture que la séquence du virus est une suite d'acides nucléiques de base. C'est 30 000 lettres différentes qui se suivent. Cela représente à peu près 30 pages d'un livre, par exemple. Pour le scientifique, le travail des chercheurs indiens s'apparente à la comparaison de ces 30 pages à 30 autres pages d'un livre, celui du VIH. Forcément, ils se sont aperçus qu'il y avait des groupes de 3 ou 4 lettres communs. C'est comme si dans un roman, il y a écrit le mot « chat » et dans un autre roman, il y a aussi écrit le mot « chat ». Parmi des dizaines de milliers de mots, résume Olivier Schwartz. Statistiquement, il y a forcément des homologies, mais cela n'a aucune valeur. C'est juste dû au hasard, conclut le chercheur. Bon, je te remercie en tout cas, Olivier, on a bien compris. Bon, voilà, si vous avez le mot chat dans un livre et que vous avez le mot chat dans un autre livre, ça veut pas dire que les deux livres partent de la même chose. Voilà, donc du coup, c'est bon comme explication, ça vous suffit ? Oui ? Non, l'étude a été retirée, nous ne savons rien. Non, voilà, c'est bon, affaire classée, au suivant. Merci, j'adore. France Info. France Info, du vrai, du faux. Alors, Figaro, le Figaro. Notre-Dame de Paris, les origines de l'incendie du siècle demeurent mystérieuses. Tadam! Voilà, c'est carrément flippant. Alors là, on est à côté, le Da Vinci Code, c'est du pipi de chat. Et c'est nous qu'on l'a, la Notre-Dame. Ça, attention, ça fait 1 an. Je vous ai réservé le petit poème que j'ai écrit il y a 1 an. Bon, ok. 1 an après l'incendie, qui s'est déclaré sur les toits de la cathédrale, aucune conclusion définitive n'a été rendue publique. Tout est envisagé. Ça se dit par contre. Mais l'enquête est difficile. Oh oui, le Figaro, ils sont sur le feed, j'adore. C'est une enquête longue, complexe, qui fascine au-delà même des enjeux. Une enquête hors norme. À la dimension de Notre-Dame de Paris, pendant des mois, la cathédrale a été le théâtre d'un intense ballet mené par des experts du laboratoire central de la préfecture de police et les meilleurs spécialistes du patrimoine. Une à une, les pierres de la voûte effondrée ont été examinées. Les gravats ont été triés, les câbles, les fils électriques et même ce qui restait des mégots de cigarettes retrouvés sur
les lieux. Putain, ils sont fait chier, hein, quand même, hein. Ah ouais, c'est une sacrée enquête, hein. Ah, ça, c'est une Marlboro. Ah, ça, c'est Philippe Momo. Ah, ça... Oh, et dis donc, il y en a qui ne boivent pas que le vin de la messe, hein. Bon, bref, attention. Alors attention, et même ceux qui restaient des mégots, des cigarettes retrouvées sur les lieux, ont été analysés et certains placés sous scellé. Ça fait flipper quand même. Personnel du chantier, ouvriers, employés de la cathédrale, membres du clergé, riverains, commerçants, plus d'une centaine de témoins ont été entendus, hein, par les policiers de la brigade criminelle chargés de découvrir les causes du sinistre. Les brigades du Tigre. Accidents, actes de vandalisme antichrétien, pistes criminelles, attentats terroristes. Tout est envisagé, le plus fou comme le plus flou. Oh, qu'est-ce qu'ils sont forts, putain. J'ai pas la suite, putain. Au point que plusieurs théories du complot ont rapidement... Cet article est réservé aux abonnés. Il vous reste 67% à découvrir. Enfoiré, ma putain, j'étais au taquet, là. J'ai pas la fin de l'article. Faut payer pour avoir la fin de cette merde. Pardon, de cet article. Je suis dégoûté. Salaud. Bon, on s'en cogne complètement, hein. Alors, on va passer tout de suite à la revue Twitter de Nairobi, bien sûr. Au rayon humour, avec un point d'interrogation quand même, hein. Naphtaline Lebon, gros bisous. Il a reçu un chèque de combien pour lécher les bottes de Macrotte? Leadership pour tuer le peuple français, oui. Le patron de l'OMS remercie Macron, oh monseigneur, pour son leadership mondial face à la crise sanitaire. Son leadership mondial. Ah, vous saviez, hein, qu'il était champion de la Terre, le Manu, hein. Ah bah si. Ah bah si, je leur dis, hein. Dès que je peux, je la replace. Ah bah c'est notre fierté à nous, hein. Ah bah c'est nous qu'on l'a, le Manu, hein. Ah bah oui. Ah bah ça c'est sûr que ça, non, on aimerait bien le refourguer, mais non, on l'a encore pendant un petit moment, hein. Moi j'avais dit, je sais pas comment il va finir son mandat, et puis tu vois, peu de temps après, hop, champion de la Terre. Donc là j'ai compris qu'on était niqués, hein. Voilà, bon, enfin, on va quand même garder espoir, hein. Non mais gardons espoir, hein. Arrêtez de rigoler, c'est gênant, hein. Parce que quand on dit à chaque fois que c'est lui le champion de la Terre... Tu as dit Perlin ou Pimpin? Les deux, mon Serge. Oh, c'est bon. Ça chauffe. Laurence Mathias a tweeté. Le professeur Luc Montagnier, nous en parlions juste avant, prix Nobel de médecine, affirme que le coronavirus n'a rien de naturel. Il ne subit aucune pression, lui, et déclare le Covid-19 et que le Covid-19 est bidouillé en labo avec des traces de VIH. Sida, donc, tout comme l'étude indienne. Voilà, c'est tout. Guillaume Blardon a tweeté, on en est vraiment à se demander 3 mois trop tard s'il était judicieux de faire confiance à une dictature qui muselle allègrement l'info des réseaux sociaux et la presse renvoie les correspondants étrangers et fait disparaître les médecins lanceurs d'alerte. C'est ça? On en est à se demander ou pas? Non, mais parce que là, nous, on se demande plus, hein. Sérieusement? Logique. Red Vet a tweeté « Dis papa, c'est quoi le capitalisme ?» C'est une doctrine qui dit que tu ne peux pas aller à l'enterrement de ta mère le vendredi, mais que tu dois aller bosser le lundi sans masque, 60 heures par semaine, 7 jours sur 7 et sans congé. Dis donc, tu serais pas un petit peu un bobo socialo-écolo-communiste, toi, Red Vet, hein? Dis donc, ou une, je sais pas, coquinoute, hein? Allez, quelques chiffres. Mormache a tweeté « Le discours macabre de Jérôme Salomon nous abreuve de chiffres et de statistiques et évite de comparer la France aux autres pays. » Tu m'étonnes. Il énonce le nombre de morts en Italie, en Espagne, en oubliant soigneusement l'Allemagne. Bah oui. Ce n'est plus de l'info, c'est de la propagande. Oui, monsieur, et ça fait un moment que ça dure, hein. Bah oui, quand on détient presque toute la presse. Ah ouais. Ça a quand même changé depuis 10 ans. Non mais sérieusement. Alors avant, moi j'y prêtais pas trop attention, du moment qu'on avait encore un peu Canal+, on avait... Oui, avant il y avait pas Bolo, ouais.
Et mais là, après, ça s'est accéléré. Ah bah là, c'est sûr et certain. Ah bah oui, quand paysage médiatique français, écrit, radio et TV est détenu par 9 familles de milliardaires, ça représente 95% de tout ce qui se fait, de toute l'information qui s'entend, qui se voit et qui se lit. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Hein. Non, mais bon, encore des remarques de bobo socialo-écolo-communiste, animés par la jalousie. Oui, nous avons bien compris. Il n'y a pas de souci. Ça alors Casablanca Driver a tweeté Blanquer, qui parle d'inégalité suite à la fermeture des écoles, des trémolos dans la voix, oh ma biche. C'est marrant, il a le même nom que celui qui a fait supprimer 80 000 postes quand il était chef de la DGESCO sous Sarkozy. Ça alors, c'est un doublage. Ah oui, Jean-Michel Blanquer, il a le même doublage en français. Par exemple, Bruce Willis a toujours la même voix pratiquement dans tous les films. Ah bah oui, il garde le même mec. Allez, réfléchis. Bref. Avertissement. Le général a tweeté. Une soignante en colère. On ne nous carottera pas cette fois-ci. On sera dans la rue et on ne lâchera rien. Je pense que c'est clair, on sera avec toi. On sera avec vous. Ah ça c'est clair. Ici, on attend que ça. On attend que ça. Mise en danger. La suite. Sophie Chapelle a tweeté. CDD au rabais, exposition aux pesticides, jusqu'à 70 heures de travail par semaine. Mon enquête pour Bastamag sur la face cachée de l'appel du gouvernement à travailler dans les champs. Alors ça va être chouette aussi. Hein. On se demande comment ils vont se dépatouiller de tout ça, je sais pas. Obligatoirement, ça va être que par la force. C'est inévitable. Parce que vu le nombre de plaintes... Chut. Alors moi j'ai retweeté sur ce truc. Hein. En fait, ils nous cherchent vraiment. Mais genre, vraiment quoi. Le jour où on pourra sortir, normalement, il va falloir courir très vite, les gars. Ouais. Ah là, on est chaud patate. Hein. Ah, on est chaud patate. Hein. Ah oui, puis on va pas sortir avec des pipeaux. Hein. Ah non. Ah non. Ah non, je crois pas là. Alzheimer ? En mode Macron a tweeté. Pognon de dingue. Nicole Belloubet a avoué avoir oublié de déclarer 3 biens immobiliers. Oh, bien sûr. Oui, effectivement. Oui, ça m'était légué par ma grand-mère, je ne m'en souvenais point. Oui, c'est cela, voilà. Une maison dans l'Aveyron détenue à 50%, d'une valeur modique de 72 000 euros, bien sûr. Avant Corona. Voilà. Un appartement à Paris à 50%, 217 000 euros. Ou à mon avis, c'est une petite studette à ce prix-là, sur Paris. Un autre appart à Paris à 37,5%, 47 000 euros. Oh, 336 000 euros. Oui, oublié, c'est cela, ouais, par la ministre de la Justice. Voilà. Rendez-vous dans la rue, les amis. Oui. Ah oui. Non, c'est pas possible. Excusez-moi, mais Marcel Effan a tweeté. Bruno Le Maire. Je ne laisserai pas des entreprises stratégiques se faire racheter, soit par des fonds étrangers, soit par des puissances étrangères. Alstom, ADP, Luxfer, Plintel, les barrages, ce n'était pas stratégique? Petite merde. Emmêlé peut-être? Point d'interrogation. Bruno Gassio a tweeté ceci. Comme tu dis, ça fait complot mondial. C'est ça un complot. C'est faire croire qu'il n'y a pas de complot et que ceux qui disent que c'est pas un complot font partie du complot pour faire croire à ceux qui croient qu'il ne faut pas croire trop, mais quand même un peu, ou le contraire, je sais plus. Bruno, on t'embrasse. Gros bisous, gros câlin, va bien te faire aimer toi. Pas faux. Stéphane de Troyes a tweeté ceci. Et dire que la France est la 4e puissance en termes d'armement nucléaire et que cette puissance est entre les mains des psychopathes de la République En Marche. Ça, c'est encore plus flippant que n'importe quelle pandémie provoquée. Ou non. Répression pour des banderoles au balcon. Alors, Oui. Étienne Chouard a tweeté. Bientôt, la milice du régime Macron viendra enlever chez eux les opposants politiques, donc j'attends qu'ils viennent me chercher parce que là, ça va être chaud patate. Et le ministère de l'Amour les torturera dans des hôpitaux psychiatriques. Franchement, si vous me faites le coup des rats, là, qui viennent me bouffer les yeux,
Ah bah c'est clair que je finis comme le héros de 1984. Ah bah là je crie dehors Macron, Manu, je t'aime. Non, je me supprime avant. Ah non, oui. Ah bah comme les vrais hein. Ah, dès que je vois que je suis pris, que je peux plus rien faire, hop, ah bah c'est sûr et certain. Si j'en ai la possibilité. Il suffit tout simplement que je sais pas moi. Bah oui, bah voilà, je trouve un champ n'importe lequel puis je mange un légume. Bah oui, ah oui, il faut voir ce qu'ils mettent dedans. Hein. Pas tous. Voilà. Ne généralisons pas. C'était pour faire une blague hein, par rapport au glyphosate. Bref, parce que du poison, il y en a partout. Hein. On peut en parler si vous voulez. Hein. Oui, on fait plein de raccourcis. Voilà, c'est ça. On ne fait qu'exagérer. Voilà, on est des mauvaises langues, pessimistes, tout ce que vous voulez, bien sûr. Oui, tout à fait. On assume. Rendez-vous dans la rue, hein, bien sûr. Oui. Conflit d'intérêts ? Non, bien sûr que non. Anticorps a tweeté. Plus de 80 députés européens ont adressé une question écrite à la Commission européenne. La voici. La Commission est-elle consciente que sa décision mène à un conflit d'intérêts où une société définit des orientations sectorielles qu'elle devra suivre ? Ouais, c'est énorme ce qui s'est passé là. En fait, ceux qui décident, mais c'est pas énorme, c'est pas nouveau, mais ceux qui décident, en fait, ils étaient en poste avant. Dans les grosses boîtes où ils vont être en poste après. Enfin, c'est fou, non mais... Ouais, il y a un boulot énorme. Mais faut le commencer, ce boulot. Faut le commencer. On a déjà démarré. Faut arrêter de dire qu'on n'y arrivera pas, que ceci, cela. Faut y aller. Toutes ces initiatives, faut le faire. On n'a pas le choix, sinon on reste le cul comme ça et puis on est là. Non, faut y aller. Rejoignez-nous, rejoignez ceux qui font la même chose. On va se fédérer. Oui, alors quand je dis qu'on va leur péter la gueule, c'est une image, hein. Il y a des gens qui veulent cette stratégie-là, d'accord, mais nous, on va faire différemment, on va essayer de faire différemment. Chacun sa stratégie, il y a plusieurs fronts à la lutte. Voilà, vous regardez ce live, on plaisante, mais derrière, il y a un fond très sérieux, je pense que vous l'avez tous compris, toutes et tous. Bref, mortalité de l'histoire. Anas Kazib a tweeté 4500 décès dus au Covid-19 aux USA en 24 heures. Les gens meurent dans la rue à cause du système libéral de santé. Ce dont rêvent ici les économistes et éditorialistes, que seuls ceux qui ont de l'argent puissent vivre et les autres mourir. Alors ça c'est fort, hein. Le capitalisme tue, tuons le capitalisme. Voilà, rendez-vous, alors non ça c'est nous qui le disons, rendez-vous dans la rue dès que ce sera possible. Voilà. Je pense que c'est clair. On n'a pas dit que c'était l'unique solution la rue, hein. On a déjà testé depuis des mois et des mois. Faut tous se réunir, alors voilà, j'en profite. Appelle les gens à venir rejoindre, c'est déjà le cas. On appelle. Alors, vous savez ce qui se passe là, on est confiné, c'est une chose. Je vais le dire parce que ce n'est que mon avis. Mais voilà, c'est très facile d'écouter ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Voilà, ils le font pas. J'ai déjà eu un vaste débat là-dessus, sur le fait qu'en fait, ils ne se servaient de nos données qu'à des fins commerciales. Aujourd'hui, je me pose de sérieuses questions. Mais peu importe, on avance à visage découvert, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir qu'il y a des gens aujourd'hui, des hommes, des femmes, des hommes, qui travaillent à des sujets, des vrais sujets de fond, constituants, sur le référendum d'initiative citoyenne, sur demain la première démocratie en France, voilà, celle qu'on s'est fait spolier, que c'est pas nous qu'on l'a eu, qu'on a cru qu'on l'avait et qu'en fait, ils ont tout modifié sans nous demander notre avis. Voilà, il y a des articles comme l'article 89 qui un jour dégageront, hein, pour laisser réellement la place. Alors c'est pas simple, hein. Comment on fait pour rendre le pouvoir au peuple ? Il faut avoir des textes, faut se mettre d'accord, c'est long, mais on doit entamer ce travail. Rejoignez les groupes qui sont constituants. Allez voir la plateforme de Culture RIC. Il y a des choses très intéressantes qui s'y passent. Il y a des gens qui travaillent constamment dans des ateliers. On l'a fait, nous, avec la majorité silencieuse 21, il y a pratiquement 1 an, jour pour jour. On a lancé une consultation citoyenne sur la 2e circo de Côte d'Or. On a eu des bâtons dans les roues par le préfet. On a eu des bâtons dans les roues par le député de cette 2e circonscription, de façon interposée et tout, mais on l'a fait. Et ça, on va devoir le refaire. Ce que nous voulons faire, je le dis, on veut demain qu'il y ait des femmes et des hommes au pouvoir, surtout des députés, principalement, et qui mettent ces sujets en lumière et qu'on fasse un test en grandeur nature. Il y a déjà des communes qui le mettent en place, c'est vers ça qu'il faut pousser. Et nous devons reprendre ce combat. Tout ce qu'on fait aujourd'hui ici n'est guidé que par cette volonté-là. Voilà.
Même si vous pensez qu'on fait ça pour gagner des vues, des machins et tout, eh ben en fait, oui, on veut de l'audience pour, encore une fois, que ça s'étende, que cette cause-là, elle arrive à ses fins. Et puis en plus, ce sera que le début, c'est ça le pire. C'est que ce n'est que le début du travail. On doit se fédérer, on doit se regrouper. Mais tout le monde, il y en a plein qui le disent. Je regarde des lives à droite, à gauche. On est tous en train de dire la même chose. Alors, faisons-le. Voilà. Bon, je me suis fait mal à la cuisse, mais faisons-le. Allez, je vous livre un petit poème, on en reparlera, même pas peur. Exactement, Pierre, Michel. On n'a pas peur, on n'a plus peur de toute façon. Voilà, alors, je vous livre ce petit poème. Bah, en fait, c'est pratiquement un an jour pour jour, hein, puisqu'en fait, Notre-Dame, c'était 15 et 16. Et en fait, je crois que j'ai dû écrire le poème le 16 ou le 17 avril l'année dernière. Donc, voici mon poème. Ça s'appelle « À notre grand dame ». Ouais. Ferme les yeux, petite Française, ferme les yeux, petit Français. Vos larmes pour éteindre les braises de tristesse comme s'il en pleuvait. Les oligarques sortent leur chéquier, saluons cette grandeur d'âme. Les pauvres peuvent toujours prier, les millions coulent pour Notre-Dame. Loin de nous toute véhémence, quelle instrumentalisation, dans le respect de vos croyances, pour détourner notre attention, venons jouer cette comédie d'une belle unité nationale. L'heure est grave, mais il en sourit, dans la rue tant d'autres sont mal. Ouvre ton cœur, petite Française, ouvre ton cœur, petit Français, sans difficulté, bien à l'aise, ne dis jamais au grand jamais. Car le mal qui ronge tes voisins, en même temps que l'environnement, te touchera un jour prochain, c'est sûr, inexorablement. Serre tes poings, petite Française, serre tes poings, petit Français. Laisse monter la mayonnaise, au fond, les jeux ne sont pas faits. Allez, je vous fais des gros bisous. Voilà. C'est important. Et puis, bah, si vous avez envie, hein. À demain. Prenez soin de vous. Comme dirait PEB, qui ne m'a toujours pas répondu d'ailleurs.